question d'Inès. Inès nous dit « Bonjour, j'ai une grande confusion par rapport aux différents accords financiers, contrats entre promoteurs et investigateurs. Pouvez-vous m'expliquer ça, s'il vous plaît ?» Alors Inès, il y a donc maintenant deux types de contrats qui se font. Le contrat direct, c'est-à-dire le contrat en direct avec l'investigateur. C'est un contrat où l'investigateur est libéral. Et il y a également les contrats à convention unique. Donc maintenant, il n'y a que deux types de contrats. Et les contrats associations ne sont plus autorisés. En tout cas, ils sont autorisés, mais ce ne sont pas, c'est des contrats de prestation avec une association. Ce ne sont pas des contrats qui sont faits entre l'investigateur, le promoteur et l'association. Voilà, donc maintenant il y a deux types de contrats. Donc si tu veux plus d'informations sur les conventions uniques, n'hésite pas à aller regarder sur le blog. On a fait des articles à ce sujet-là. Et sinon, pour le contrat en direct, un simple contrat entre deux entreprises privées, c'est-à-dire l'entreprise de l'investigateur qui est libérale et le sponsor. Maintenant, nous allons voir la question de Laetitia. Donc Laetitia, elle souhaite savoir donc, quelles sont les démarches pour être freelance. Donc en fait, pour être freelance, on peut le faire soit en portage salarial, soit en entreprise individuelle, soit en société. Moi, je vous recommande plutôt le portage salarial pour débuter. Donc en fait, vous êtes salarié d'une société de portage et c'est vous qui chargez vos propres clients, mais vous êtes salarié et donc vous avez comme un statut de commercial et de technique. Donc statut technique aussi et voilà, et donc ça permet de débuter sereinement votre carrière de freelance. Ensuite, en termes d'expérience, donc Laetitia voudrait savoir combien d'années d'expérience il faut pour être freelance. Donc je dirais qu'il faut commencer à partir de 4 ans d'expérience. Le mieux, c'est d'avoir fait différents types de tâches, par exemple des tâches de monitoring, mais également des missions de tech et des soumissions réglementaires. Ça permet de diversifier en fait les missions qu'on cherche et de pouvoir trouver plus facilement des missions. Ensuite, la question que Laetitia va poser, c'est comment trouver des contrats. Donc pour trouver les contrats, il faut utiliser LinkedIn, les connaissances qu'on a eues par le passé dans les différentes entreprises dans lesquelles on a travaillé. Il faut également contacter des cabinets de recrutement. Il y a beaucoup de cabinets de recrutement anglais qui recherchent des freelances. Donc les contacter et se faire connaître et être présent sur Internet. Ensuite, comment concilier familial et professionnel. La vie, grâce au métier de freelance, enfin en tant que freelance, c'est plus facile de concilier le familial et professionnel, puisque c'est vous qui choisissez le nombre d'heures que vous allez travailler, combien de projets vous allez vous allouer, si vous voulez être à 100% ou pas de votre temps. Donc c'est beaucoup plus facile. Donc après, chacun voit comment il peut faire, mais ça permet en tout cas de concilier mieux la vie professionnelle et familiale. Comment faire en sorte que l'activité soit rentable? Eh bien, écoute, tout simplement en étant à la recherche régulière et puis en n'étant pas trop bas en termes de taux horaire par rapport à la concurrence. Donc moi j'ai fait un article sur les arts freelance. Tous les tarifs de taux horaire sont indiqués, donc n'hésite pas à lire cet article, tu en sauras plus sur le métier de freelance. Ensuite, quel est le montant des contrats et quel genre de prestations peut-on offrir? On peut offrir des prestations de monitoring, de tech, de soumission réglementaire, des prestations de chef de projet. Et pour les montants des contrats, c'est vraiment variable. Donc c'est un peu difficile pour moi de te dire quel est le montant des contrats. À quel revenu est-ce qu'on peut s'attendre? Tu peux t'attendre à multiplier ton salaire par 2 ou par 1,5. Mais il faut savoir que ça permettra surtout en période de vache maigre de pouvoir avoir de l'argent de côté pour pouvoir attendre le prochain contrat. Donc il faut être en recherche permanente et avoir un côté commercial. Ensuite on va voir la question de Jalila. Donc Jalila est médecin généraliste et a un diplôme étranger. Elle voudrait savoir si, ayant fait un stage en France dans un service d'hématologie et en recherche clinique, et qu'elle n'a pas eu de diplôme français, est-ce qu'elle peut devenir ARC? Donc oui, tout à fait Jalila, tu peux devenir ARC. Parce que tu as une expérience en recherche clinique, tu as une expérience en hématologie et peu importe que tu aies un diplôme français ou non. Je dirais même que tu pourrais tenter d'être medical monitor, donc c'est le médecin qui est expert du produit, du protocole et qui forme les ARC sur la pathologie du protocole et qui répond aux questions des investigateurs sur le protocole et sur la molécule. Donc je pense que ça peut être une piste pour toi. Tu peux bien sûr être ARC, mais essaie de voir également sur cette piste. Et il y a des postes de ce type dans les laboratoires pharmaceutiques ainsi que dans les CRO. Ensuite, on va voir la question de Nathalie. Donc, Nathalie me dit: salut Vanessa, je t'avais récemment envoyé un message via le site blog auquel je n'ai pas reçu de réponse. Y a-t-il une adresse mail pour laquelle nous pouvons te contacter quand nous avons des questions relatives à la recherche clinique?
Alors pour cette question-là, en fait, pour me contacter, il faut en fait écrire dans les commentaires du blog si vous avez une question. Car j'ai pas mal d'activités. Je suis responsable je suis gérante de mon entreprise, mais également ARC, chef de projet et parfois tech. Donc avec la quantité d'activités que j'ai, c'est un peu difficile pour moi de répondre à toutes les questions de tous les internautes. Mais par contre, je réponds aux commentaires, comme ça tout le monde peut avoir accès à toutes les réponses. Concernant la question, ta deuxième question, donc je suis pharmacienne diplômée d'Afrique et je suis intéressée par la recherche clinique. Je réside actuellement aux États-Unis et je suis bilingue. Je voudrais m'installer en France pour un master en recherche clinique, mais je pense aussi à la formation subsanté. Par rapport à mes études antérieures, que me conseilles-tu? Un master en recherche clinique ou la formation subsanté? Moi, je te recommanderais la formation subsanté. Tu pourras aller travailler au bout de quelques mois. Tu as déjà un diplôme de pharmacien, donc ce qui est un plus pour toi, même pour ton évolution dans les laboratoires pharmaceutiques en tant que chef de projet, ce sera plus facile pour toi. Le master, ça dure quand même une année, donc tout dépend de ton envie. Est-ce que tu as envie de travailler rapidement ou alors est-ce que tu voudrais avoir un diplôme supplémentaire? Ton diplôme de pharmacien est largement suffisant à mon avis. Voilà, donc c'était donc le question-réponse de Noël, donc c'est terminé. J'essaierai de vous faire d'autres questions-réponses comme ça en vidéo. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à partager la vidéo si vous trouvez que ça peut servir à quelqu'un. Et merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.